Alors, pour la première séance de la soirée, nous allons parler de sommeil. Donc, Dr. José Savard nous expliquera les facteurs qui causent de l'insomnie dans le contexte du cancer de l'ovaire et nous aidera à reconnaître les situations où les somnifères sont utiles pour traiter l'insomnie. Elle vous proposera des stratégies pour identifier des comportements et des croyances que l'on peut changer pour améliorer son sommeil. José Savard est professeure de psychologie à l'Université de Laval et chercheuse au Centre de recherche du CHU du Québec, Université Laval, et au Centre de recherche sur le cancer. Elle est aussi une psychologue clinicienne spécialisée en psycho-oncologie. Elle est reconnue comme une pionnière à l'échelle internationale dans l'étude de l'insomnie associée au cancer. Entre autres, ses travaux ont évalué l'efficacité de la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie chez les personnes atteintes de cancer et ont porté sur le développement de formats d'intervention pouvant en améliorer l'accès. J'inviterai donc José à nous rejoindre. Oui, donc voilà. Donc, merci, docteur Savard, d'être présente ici ce soir et je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup aussi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 1997, donc près de 25 ans, et, euh, et sur lequel on connaît beaucoup plus maintenant qu'au moment où j'ai commencé à travailler sur cette thématique-là. Donc, ce soir, comme on le disait en introduction, je vais faire un survol des facteurs qui font en sorte que les difficultés de sommeil sont très fréquentes chez les personnes qui vivent avec un cancer, en incluant les femmes qui ont un cancer de l'ovaire. Mais surtout, j'aimerais que vous vous laissez avec des stratégies concrètes pour améliorer votre sommeil. Euh, voilà. Donc, ben d'abord, je pense qu'il faut définir de quoi on parle. Alors, l'insomnie, en fait, l'insomnie, il existe plusieurs types d'insomnie, en fait. Alors, le premier type, on l'appelle l'insomnie initiale et elle se caractérise par des difficultés à s'endormir au coucher. Alors que l'insomnie de maintien, elle, va survenir en milieu de nuit et va se manifester par des difficultés à rester endormi. Puis, les gens peuvent avoir de la difficulté à retomber endormis là, à ce moment-là. Et il existe aussi l'insomnie terminale qui, elle, se caractérise par des réveils trop tôt le matin. Donc, typiquement, ça va être des personnes qui vont se réveiller vers 5 heures le matin ou plus tôt ou un peu plus tard et être incapable de se rendormir avec une impression là, de ne pas avoir assez dormi. Beaucoup de personnes vont présenter une combinaison de ces difficultés, donc des difficultés à initier et à maintenir le sommeil, ce qu'on va appeler de l'insomnie mixte. C'est important aussi de distinguer le trouble d'insomnie du fait d'avoir certains symptômes d'insomnie. Le trouble d'insomnie, ben, c'est la forme la plus sévère de la problématique. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir, comme je le disais tout à l'heure, des difficultés ou bien à s'endormir, ou bien à maintenir le sommeil durant la nuit ou des réveils matinaux, au moins 3 nuits par semaine et pour une durée d'au moins un mois. Donc, le trouble d'insomnie se caractérise par des difficultés qui sont fréquentes, puis qui sont aussi, qui durent quand même un certain temps. Euh, aussi, comme critère diagnostique, on retrouve le fait de ressentir de la détresse par rapport à ces difficultés-là ou encore de remarquer que son fonctionnement quotidien est affecté par les difficultés de sommeil. Et ça exclut les personnes qui n'ont pas des opportunités adéquates de dormir, comme par exemple les gens, les travailleurs de nuit, par exemple, qui n'ont pas les mêmes opportunités là, pour dormir, ou en tout cas qui doivent adapter leurs habitudes de sommeil pour, euh, pour être plus fonctionnels là, au travail. On a fait une étude, ça fait maintenant un bon bout de temps, le plus de 10 ans, chez près de 1 000 personnes qui avaient reçu un diagnostic de cancer et qui étaient en attente d'une chirurgie. Comme vous voyez ici, là, on avait une forte proportion de femmes qui avaient un cancer du sein, 47 27 avaient un cancer de la prostate
et 12% avaient un cancer gynécologique, là, en incluant des femmes qui avaient un cancer de l'ovaire. Et ce qu'on a observé dans l'étude, c'est que au premier temps de mesure, qui était là, dans la période qui entourait la chirurgie pour le cancer, donc soit un peu avant ou un peu après la chirurgie, on a observé que euh, c'était 59% des patients qui avaient ou bien un trouble d'insomnie, comme je viens de le définir, ou encore des symptômes d'insomnie là, qui n'étaient pas d'une sévérité ou d'une fréquence aussi élevée. Comme vous pouvez le remarquer, au cours de l'étude, la prévalence d'insomnie a diminué. Donc, il y avait moins de gens qui souffraient d'insomnie, par exemple, au suivi de 18 mois, donc 18 mois après la chirurgie. Mais tout de même, ça représentait 36% des gens, ce qui est à peu près là, 2 fois plus élevé que ce qu'on retrouve là, dans la population générale. Lorsqu'on a comparé là, les 3 types de cancers qui étaient le plus représentés dans notre groupe de participants, vous voyez que l'insomnie était particulièrement fréquente chez les femmes qui étaient traitées pour un cancer du sein et chez les femmes qui étaient traitées pour un cancer gynécologique. Puis je vais pouvoir vous expliquer tantôt pourquoi c'est le cas. L'étude avait aussi mis en évidence là, que dans une forte proportion des cas, l'insomnie va perdurer dans le temps. En fait, l'étude a montré là, que on avait un taux de persistance de 51%, ce qui était défini par le fait d'avoir de l'insomnie à 2 temps de mesure consécutifs dans l'étude, qui en comportait 6 temps de mesure. Et une autre façon de démontrer là, que l'insomnie est souvent chronique dans le contexte du cancer est ici là, par la figure qui montre les trajectoires les plus communes pour les personnes qui remplissaient les critères d'un syndrome d'insomnie ou d'un trouble d'insomnie. Et vous voyez que la trajectoire la plus fréquente, c'était le fait de rencontrer les critères diagnostiques à chacun des temps de mesure de l'étude, donc à chacun des 6 temps de mesure pour 38% des patients qui avaient un syndrome d'insomnie là, au premier temps de mesure. Donc, pourquoi est-ce que l'insomnie est aussi fréquente chez les personnes atteintes de cancer? Pour répondre à cette question-là, il faut regarder 3 types de facteurs de risque. Le premier, ce sont les facteurs prédisposants. Alors, ces facteurs-là, ce sont euh, des facteurs qui augmentent la vulnérabilité de certaines personnes à souffrir d'insomnie au cours de leur vie. Donc, on pourrait dire que ce sont des conditions qui vont faire en sorte que le terrain va être fertile pour le développement de l'insomnie à un moment ou l'autre de sa vie. Le deuxième type de facteurs, ce sont les facteurs précipitants. Et ça, c'est des facteurs qui font en sorte que les difficultés de sommeil vont se déclencher à un moment spécifique de notre vie. Donc, souvent, ça va être des stresseurs, donc des événements stressants qui surviennent dans notre vie. Puis on sait que le cancer, c'est une maladie qui est caractérisée par une succession de stresseurs, là, en commençant par l'investigation médicale. Ensuite, il va y avoir le diagnostic, puis ensuite toute l'incertitude concernant le pronostic, puis les traitements qu'on va recevoir, puis ensuite les effets secondaires qu'on pourrait ressentir, puis ensuite, toutes les inquiétudes par rapport à est-ce que le cancer va revenir? Donc, tout ça est susceptible de déclencher un épisode d'insomnie, mais il y a d'autres facteurs aussi qui vont être plus d'ordre physiologique. On va les voir là, dans un instant. Et puis, troisièmement, il y a les facteurs de maintien. Et ces facteurs-là sont très, très importants, en fait. Ils sont particulièrement importants dans le cas de l'insomnie chronique parce que ce sont ceux qui vont faire en sorte que les difficultés de sommeil vont perdurer dans le temps. Et ce sont les facteurs sur lesquels là, on va pouvoir intervenir aussi de manière euh, à agir là, sur la durée des difficultés de sommeil. Alors ici, on voit plus en détail là, ces 3 types de facteurs-là. Donc, dans les facteurs prédisposants, donc on disait les facteurs de vulnérabilité, donc qui augmentent notre prédisposition à souffrir d'insomnie à un moment ou l'autre de notre vie. On retrouve le fait d'avoir un plus jeune âge, euh, et ça, c'est particulier là, aux personnes atteintes de cancer parce que si on regarde dans la
dans la population générale, on, on observe la relation inverse où ce sont les personnes plus âgées qui sont plus à risque d'insomnie. Le sexe féminin est aussi associé à un risque augmenté de développer de l'insomnie. Ça, c'est vrai aussi bien dans la population générale que chez les personnes atteintes de cancer. Le fait d'avoir une tendance à être facilement activé euh, en raison d'événements qui surviennent dans notre vie, donc soit de manière physiologique, donc avoir tendance à devenir d'avoir des signes physiques d'anxiété ou encore d'avoir une tendance à avoir des pensées qui vont aller vite dans notre tête, donc de l'hyperactivation cognitive. Euh, ou d'être facilement émotif, c'est aussi des facteurs qui augmentent notre vulnérabilité à souffrir d'insomnie. Puis enfin, les antécédents. Donc, le fait d'avoir déjà souffert d'insomnie par le passé, ben, ça augmente notre risque aussi de souffrir d'insomnie quand on va avoir d'autres stresseurs qui vont survenir dans notre vie. Les antécédents de troubles psychologiques en général sont aussi des facteurs prédisposants. Dans les facteurs précipitants, donc ceux qui déclenchent un épisode d'insomnie à un moment donné de notre vie, ben, comme je le disais tantôt, il y a plein de stresseurs associés au cancer, je ne vais pas les répéter, mais il y a également plusieurs symptômes du cancer, comme par exemple la douleur ou des difficultés de respiration si on a un cancer d'ordre respiratoire, mais souvent, ça va être plus les traitements et les effets secondaires, donc les nausées et les vomissements qui peuvent effectivement influencer le sommeil, mais ce qui est particulièrement pertinent pour vous, c'est les bouffées de chaleur. Donc, tous les symptômes ménopausiques que l'on sait qui surviennent là, de façon précoce, souvent chez les femmes qui sont traitées pour un cancer de l'ovaire en raison de l'ovariectomie, en raison aussi de la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Ce sont tous des traitements qui peuvent induire une ménopause précoce et une aggravation aussi des symptômes ménopausiques si on était déjà post-ménopausé ou en transition ménopausique au moment où les traitements ont été administrés. Et ça semble être un facteur très important là, pour expliquer là, la prévalence plus élevée d'insomnie dans certains types de cancers, dont le cancer du sein et les cancers gynécologiques. La douleur associée au traitement, le fait de devoir uriner plus souvent pour les cancers de la prostate, par exemple, la fatigue que l'on conçoit souvent comme une conséquence de l'insomnie, et c'est vrai, quand on dort mal, on va être plus susceptible de ressentir de la fatigue, mais l'inverse est aussi vrai où plus on est fatigué, plus on va avoir une tendance à vouloir se reposer, ce qui va accentuer nos difficultés de sommeil si on a tendance à faire des siestes durant le jour. Et on va voir tantôt là, pourquoi c'est néfaste de faire des siestes durant le jour quand on a des difficultés de sommeil. Et il y a certaines médications, comme par exemple les corticostéroïdes qui nous sont donnés quand on reçoit de la chimiothérapie, qui peuvent aussi affecter là, négativement le sommeil. Et enfin, les facteurs de maintien, bon, on va les voir plus en détail, donc je vais passer plus vite là, pour l'instant. Ici, c'est une figure qui montre un peu comment l'évolution du sommeil se déroule en fonction de ces trois types de facteurs-là. Donc, on voit que les facteurs de vulnérabilité ne sont pas suffisants pour dépasser le seuil à partir duquel on commencerait à avoir des difficultés de sommeil. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un terrain fertile, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer le développement des difficultés de sommeil. Ce qui va l'expliquer, c'est les stresseurs, les facteurs précipitants, et, euh, et par la suite, ben, quand on va commencer à avoir des difficultés de sommeil, on va mettre en place certains comportements, certaines habitudes de sommeil. On va aussi peut-être avoir tendance à euh, catastrophiser les difficultés de sommeil, par exemple. Et ça va faire en sorte que les difficultés de sommeil vont perdurer dans le temps. Donc, que l'insomnie qui était à la base à court terme va devenir de l'insomnie chronique. Donc, pour ce qui est des facteurs de maintien, on en a deux grands types. Donc, les comportements et les pensées ou les croyances erronées envers le sommeil. Si on regarde au niveau des habitudes de sommeil, le fait de passer trop de temps au lit alors qu'on est éveillé, c'est un facteur qui peut faire en sorte que les difficultés de sommeil vont durer dans le temps. Le fait d'avoir un horaire de sommeil qui est irrégulier, ça, c'est très important. On va y revenir tout à l'heure. Les siestes, j'en ai parlé aussi.
On va y revenir aussi. Et le fait de faire des activités qui sont incompatibles avec le sommeil dans la chambre à coucher. Et tout ça va avoir un effet néfaste par le fait que ça va désynchroniser notre horloge biologique. Notre horloge biologique, elle a besoin de régularité pour être bien synchronisée. Et le fait d'avoir des horaires irréguliers, de faire des siestes, par exemple, ça va la désynchroniser de sorte que notre corps, il ne sait plus très bien quand est-ce que c'est le bon moment d'induire le sommeil. D'autres mauvaises habitudes vont affaiblir l'association qui doit exister entre la chambre à coucher et le sommeil. En fait, il faut que la chambre à coucher devienne un signal clair pour le cerveau que c'est le moment de dormir. Et pour ça, ben, il faut que la chambre à coucher devienne un synonyme de sommeil et non un synonyme d'insomnie. Et c'est ça, c'est une association qui survient souvent chez les personnes qui souffrent d'insomnie, c'est-à-dire que elles peuvent arriver à la chambre à coucher avec beaucoup de somnolence, elles s'endorment, les paupières sont lourdes, etc. Mais comme la chambre à coucher est devenue associée avec le temps, avec l'insomnie, là, euh, la personne redevient activée et c'est l'insomnie qui prend place plutôt que le sommeil. Du côté des facteurs plus cognitifs ou des croyances, ben, il va y en avoir plusieurs. Il y en a qu'on retrouve dans la population en général, comme par exemple la croyance selon laquelle on a absolument besoin de dormir 8 heures pour bien fonctionner le lendemain. On va voir tout à l'heure euh, pourquoi on considère que c'est une croyance erronée. Ou encore attribuer toute sa mauvaise humeur ou tout ce qui va pas bien durant sa journée au fait qu'on a mal dormi. Et une qui est qui a un effet particulièrement négatif, c'est celle selon laquelle, quand on dort pas bien, on augmente nos chances d'avoir une récidive de cancer. Et les fausses croyances comme celle-là envers le sommeil, elles vont avoir un impact négatif par le fait qu'elles vont induire ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Alors, de l'anxiété de performance, on peut ressentir quand on joue au golf, puis on se dit, il faut absolument que je réussisse mon coup euh, cette fois-ci. Et souvent, ben, l'anxiété de performance va faire en sorte que ça diminue la chance que on joue bien au golf ou qu'on atteigne notre objectif. Et c'est un peu la même chose pour l'insomnie. Alors, plus on va vouloir bien dormir, plus on va se sentir anxieux et donc moins on va être dans des conditions qui vont bien prédisposer le sommeil. Et donc, le fait de se dire, il faut absolument que je dorme ce soir, sinon demain, il va arriver ceci, cela, ben, ça induit de l'anxiété, qui est un état contraire à l'état de détente qu'on a besoin là, pour bien dormir. Alors, l'insomnie chronique, c'est pas un problème qui est banal. Euh, c'est associé, comme je le disais tout à l'heure, à une augmentation de la fatigue. Ça peut être associé aussi à des difficultés de concentration, de mémoire, une perturbation du fonctionnement quotidien. On est fatigué, on fonctionne moins bien au travail, donc c'est documenté que ça peut être associé à ce qu'on appelle de l'absentéisme, donc euh, s'absenter du travail, mais aussi du présentéisme, c'est-à-dire d'être présent au travail, mais d'être moins fonctionnel. C'est documenté aussi que le fait de souffrir d'insomnie chronique à un moment de notre vie, ça va être associé à un risque accru de développer de la dépression et de l'anxiété plus tard, ou encore même d'abuser de substances. C'est associé aussi à une diminution de la qualité de vie, à des difficultés, des difficultés sur le plan médical. On a montré que dans une étude effectuée dans mon laboratoire, que le fait de souffrir d'insomnie, c'est associé à une occurrence augmentée d'infections durant la chimiothérapie, des infections qui sont pas très graves, qui mettent pas la vie de la personne en danger, comme des infections respiratoires, mais qui sont quand même assez embêtantes, et aussi associé à une utilisation accrue des services de santé. Malheureusement, les difficultés de sommeil passent souvent sous le radar. Et ça, il y a différentes raisons pour ça. Et on peut blâmer à la fois les professionnels de la santé et même aussi les patients. Donc, du côté des professionnels de la santé, il y a une étude qui a montré que euh, il y a peu de questions qui sont posées. C'est certainement quelque chose que vous avez vécu. Euh, Rarement, on va nous poser des questions sur la qualité de notre sommeil. Il n'y a aucun traitement qui est offert outre
la pharmacothérapie, donc les hypnotiques ou les somnifères. Les docteurs n'ont pas le temps de parler du sommeil. C'est ce que les patients ont révélé là, dans le cadre de cette étude-là. Mais les patients ont aussi reconnu qu'ils étaient réticents à parler de leurs difficultés de sommeil aux intervenants, aux oncologues ou encore aux infirmières en oncologie. Ils ont l'impression que c'est pas approprié d'en discuter. Ils trouvent que c'est le moindre des deux mâles, c'est-à-dire que c'est plus important de parler du cancer que des difficultés de sommeil, comme le temps qu'on passe avec les médecins, les intervenants en santé est plutôt limité. Bon, on a tendance à se concentrer sur ce qui nous apparaît le plus grave. Les patients ont dit qu'ils ne voulaient pas se plaindre non plus et craignaient aussi de se voir prescrire uniquement des somnifères. Il y a d'autres raisons qui font en sorte que les difficultés de sommeil ne sont pas discutées là, dans le cadre des consultations d'oncologie. Il y a le fait que souvent les difficultés de sommeil vont être banalisées, à la fois par les professionnels de la santé et les patients, qui vont penser que ça va finir par se résorber tout seul. Et donc, la croyance qu'elles vont disparaître d'elles-mêmes ou si un traitement pour la détresse psychologique est offert. Par exemple, si on traite la dépression, l'insomnie va se résorber. C'est une croyance qui est souvent retrouvée chez les professionnels de la santé. Ben, la réalité, c'est que souvent, on va avoir besoin d'une intervention qui cible spécifiquement le sommeil. Le traitement pour la dépression ne sera pas suffisant, va pouvoir améliorer un peu le sommeil, mais ne sera pas suffisant pour faire disparaître les difficultés. Parlons maintenant de traitement. Alors, le traitement pharmacologique de l'insomnie, il a une place. Euh, Ce n'est pas considéré comme le traitement de choix pour l'insomnie chronique, donc qui dure plus de 3 mois. Ça demeure le plus utilisé. Ici, je vous fais état là, de toutes les classes de médicaments qui existent pour traiter les difficultés de sommeil, l'insomnie en particulier. Alors, il y a toute la catégorie des benzodiazépines. Donc, ça, c'est tous les médicaments qui finissent par âme. Par exemple, le triazolam, le flurazépam, etc. Donc, ça, c'est les noms génériques, là, c'est pas les noms commerciaux. Euh, Ces médicaments-là sont de moins en moins utilisés pour les difficultés de sommeil parce que c'est bien documenté qu'ils augmentent le risque de développer une dépendance. C'est difficile de les cesser en raison de cette dépendance-là plutôt psychologique qui va se développer avec le temps. Donc, ils sont devenus beaucoup moins populaires. Il y a une nouvelle, plus récente classe de médications qui sont des non-benzodiazépines ou qu'on appelle aussi les e-drugs en anglais ou les médicaments qui commencent par la lettre Z. Ça inclut le zopiclone, le zolpidem, le zaleplon aussi. Encore une fois, ce sont des noms génériques, là. Euh, donc, euh, Ces médicaments-là seraient associés à un risque moins grand de développer une dépendance, mais il reste quand même que, en général, les médecins sont plutôt réticents à les prescrire là, euh, pour une longue durée, puis vous allez voir pourquoi là, dans quelques instants. Plus récemment, là, dans la dernière année ou les 2 dernières années, on a vu apparaître une nouvelle classe de médicaments qui s'appelle les antagonistes des récepteurs de l'orexine. Présentement, je sais qu'au Québec, il y a le Lamborexant qui a été mis sur le marché. C'est un autre mécanisme complètement différent. Évidemment, il y a eu moins d'études sur leur efficacité, mais les résultats sont quand même très encourageants et ils seraient moins associés à un risque de dépendance aussi. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez envisager d'utiliser. Sinon, il y a des choses, des classes de médicaments qui sont moins utilisées, comme des antidépresseurs, des antipsychotiques. Ça va être utilisé seulement si on veut combiner différents usages. Par exemple, quelqu'un qui aurait des symptômes dépressifs et de l'insomnie, on irait probablement vers un antidépresseur avec des propriétés hypnotiques. Il y a toute la gamme de médicaments ou de produits qui sont offerts en vente libre que vous avez peut-être essayé. Alors, il y a la mélatonine qui est très, très populaire. Malheureusement, la mélatonine, son efficacité n'est pas du tout établie pour le traitement de l'insomnie. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'études, il y a eu des études,
Mais ce qu'on sait, c'est que la mélatonine, elle est particulièrement efficace pour les troubles plus de rythme circadien, de cycle éveil-sommeil, comme par exemple le décalage horaire. Ça serait très utile pour ça. Ou les gens qui n'ont pas un rythme de sommeil, d'éveil-sommeil régulier. Mais sinon, pour l'insomnie, comme je vous disais, l'efficacité n'est pas démontrée. Il y a des gens qui trouvent que c'est utile, ça va, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en général, là, ça ne serait pas aussi efficace que les autres médications là, dont je viens de parler. Ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les antihistaminiques. Donc, comme par exemple, j'ai mis l'exemple du Nitol, mais il y a énormément de produits qui sont composés d'antihistaminiques. Eux, ils vont induire le sommeil par le fait qu'ils vont beaucoup provoquer de somnolence. Et malheureusement, la somnolence va avoir tendance à être encore présente le lendemain matin, de sorte que les gens se sentent pas trop bien, pas trop, on se sent pas trop frais le lendemain matin. On a peut-être dormi, mais disons que le lever est un peu plus pénible. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter d'utiliser ces produits-là. Et puis, il y a plein d'autres produits naturels, mais encore là, l'efficacité n'est pas démontrée pour ces produits-là. Alors, les limites du traitement pharmacologique, pardon, c'est les effets résiduels le jour suivant. Donc, de la somnolence, il peut y avoir des étourdissements, une diminution du fonctionnement cognitif ou moteur. Ça, c'est particulièrement important chez les personnes âgées. Ce qu'on remarque, c'est que quand on en fait une utilisation quotidienne sur une longue période, il va y avoir de la tolérance qui va se développer. Donc, pour le même dosage, on va avoir beaucoup moins d'effets euh, et ça va faire en sorte on va devoir augmenter la dose pour avoir le même effet. Et donc, ça, évidemment que c'est néfaste et ça va induire, comme je le disais tantôt, de la dépendance, surtout de nature psychologique. Donc, cette impression qu'on n'est pas capable de dormir en l'absence de somnifères et qui est très forte et qui va faire en sorte que on peut rester accroché sur les hypnotiques là, pendant fort longtemps. Ça modifie aussi l'architecture de sommeil. Alors, bien que l'on pense que quand on prend un somnifère, notre sommeil est plus profond, en réalité, c'est pas le cas. Si on va en laboratoire puis qu'on met des électrodes sur notre tête, puis qu'on est capable de mesurer les stades de sommeil, ben, ce qu'on observe, c'est plutôt une diminution du sommeil à ondes lentes, là, qui est considéré comme le sommeil plus profond. Et puis, un de ces problèmes principaux aussi, c'est que après une consommation quotidienne prolongée, euh, quand on va le cesser, le médicament, il va y avoir ce qu'on appelle de l'insomnie de rebond. Donc, l'insomnie va revenir avec force et souvent même avec plus de force qu'au moment même où on a commencé l'utilisation des hypnotiques. Et ça va faire un cercle vicieux où euh, on, on utilise un hypnotique, on augmente le dosage pour que l'effet soit préservé avec le temps. Et quand on va tenter de cesser la médication, l'insomnie va revenir et là, on est comme dans un cercle vicieux, on n'a pas le choix de revenir à la médication si on n'envisage pas d'autres stratégies pour composer avec la difficulté. Et toutes ces limites-là ont fait en sorte que les grands organismes euh, les associations de recherche sur le sommeil, le NIH aux États-Unis, ont conclu que c'était la thérapie cognitive comportementale qui était le traitement de choix de l'insomnie chronique. Il y a de la place, comme je le disais tantôt, pour l'utilisation de médications hypnotiques, de somnifères, surtout pour de l'insomnie transitoire, donc à court terme et situationnelle. Par exemple, on reçoit un diagnostic de cancer, c'est difficile de dormir, c'est tout à fait approprié de prendre des somnifères pendant un certain temps. Ici, on nous dit de ne pas dépasser une période de 4 à 6 semaines. En réalité, les études nous montrent que chez les personnes atteintes de cancer, la moyenne d'utilisation est autour de 2, 3, 4 ans. Donc, ça dépasse là, largement ce qui est recommandé en termes de durée d'utilisation. Il nous recommande aussi d'utiliser des hypnotiques au dosage le plus faible possible, donc d'éviter là, cette cascade-là d'augmentation de dosage.
Si un usage chronique est envisagé, ben, il faut que ce soit, par exemple, quand la thérapie cognitive comportementale ou la TCC n'est pas disponible ou encore n'est pas efficace, parce qu'il reste que même si c'est le traitement de choix, c'est pas efficace pour 100% des gens, ou encore quand les effets sont maintenus au même dosage, là, ça pourrait être approprié d'utiliser un hypnotique pendant une plus longue période. Pour les prochaines minutes, je vais vous parler des stratégies de thérapie cognitive comportementale. Donc là, c'est vraiment la partie où je peux vous donner là, des stratégies concrètes pour améliorer votre sommeil. Comme je le disais tantôt, la TCC de l'insomnie, elle va se concentrer sur la modification des facteurs qui font en sorte que les difficultés de sommeil se maintiennent dans le temps. On ne va pas s'occuper tellement des facteurs qui précipitent, qui déclenchent les difficultés de sommeil. On peut, mais c'est parce que souvent, ce sont des facteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup d'emprise. Par exemple, les bouffées de chaleur, bon, on sait que la meilleure méthode la plus efficace, en fait, pour réduire les symptômes ménopausiques comme les bouffées de chaleur, c'est l'hormonothérapie de remplacement, mais qui est contre-indiquée là, dans le cas des personnes atteintes de cancer pour la plupart des gens. Donc, comme on n'a pas beaucoup d'emprise sur ces facteurs-là, ben, on va se concentrer sur les facteurs de maintien. Donc, ici, ce sont les composantes là, de la TCC, de l'insomnie. Euh, c'est des termes que je vais vous expliquer là, qui sont plutôt techniques. Simplement vous dire que parfois, on va utiliser la relaxation, mais les études ont montré que ce n'était pas essentiel, la composante de relaxation pour améliorer le sommeil, que les autres stratégies étaient suffisantes. Donc, je vais me concentrer dans ma présentation là, sur ces 4 autres composantes. Ici, c'est un peu technique, mais je voulais juste vous dire en fait qu'il y a plusieurs études contrôlées, randomisées qui ont porté sur l'efficacité de la TCC. Ici, ma liste s'arrête à 2014, mais il y a eu des études par la suite. Globalement, ce que ça montre, c'est que la TCC améliore non seulement le sommeil, mais diminue la détresse psychologique, donc les symptômes d'anxiété, de dépression. Ça diminue la fatigue et ça améliore la qualité de vie. Donc, c'est un traitement qui a euh, de multiples conséquences ou effets positifs. Donc, on va aborder ensemble, dans un premier temps, les stratégies comportementales, donc qui visent à modifier là, les habitudes de sommeil qui sont néfastes. Donc, la première stratégie, elle s'appelle le contrôle par le stimulus. Et cette stratégie-là a 2 objectifs. Le premier, c'est de renforcer l'association entre le sommeil et la chambre et les indices qui mènent au sommeil. Donc, le lit, la chambre à coucher, l'heure du coucher. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut que la chambre à coucher, le lit et l'heure du coucher, ça soit des signaux qui soient clairs pour le cerveau que c'est le temps de dormir. Et l'autre objectif, ça va être de régulariser le cycle éveil-sommeil. Et on va faire ça avec des stratégies qui sont vraiment très, très concrètes. Donc, la première, c'est de réserver au moins 1 heure pour se détendre avant d'aller au lit. Et ça, c'est très important parce qu'on n'a pas, nous, de switch on-off là, pour passer d'un état d'activation à dormir. Comme par exemple, là, ça serait très difficile pour moi, après ma présentation orale, d'aller au lit puis de dormir. Il faut un moment de transition entre les moments où on est actif, soit au niveau de notre cerveau ou encore physiquement, si on fait de l'exercice physique. Ça prend un moment pour que le corps se repose, se détende et arrive à induire ce dont on a besoin pour tomber endormi facilement, c'est-à-dire la somnolence. Donc, pendant ce moment-là, on peut faire des activités qui nous préparent au sommeil, comme lire, regarder la télé, écouter de la musique. Faut faire attention aux tablettes numériques, aux cellulaires durant cette période-là. Il y a des gens qui suggèrent de pas du tout les utiliser. C'est sûr que les appareils sont maintenant munis là, de fonctions pour atténuer la lumière bleue, de réduire l'intensité de l'éclairage. Donc ça peut être des stratégies qu'on utilise aussi, mais si on voit que c'est quelque chose qui a tendance à nous activer, ben, c'est mieux de l'éliminer là, durant cette heure-là qui précède l'heure du coucher. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une routine qu'on va répéter tous les soirs. C'est-à-dire que
et que ça va devenir des signaux additionnels pour le cerveau pour annoncer que c'est le moment de dormir. Donc, ça peut être de mettre son pyjama, brosser ses dents dans le même ordre. Ça va faciliter là, l'endormissement. La deuxième, c'est d'aller au lit seulement lorsqu'on est somnolent. Et là, c'est important de distinguer la somnolence de la fatigue. Souvent, on va au lit parce qu'on se dit, ah mon Dieu, je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Mais la fatigue, ce n'est pas un facteur qui va nous aider à nous endormir. C'est plutôt la somnolence qui va nous aider à nous endormir. La fatigue, elle va se définir ou se caractériser par un manque d'énergie pour faire des activités. On est fatigué, on n'a pas le goût d'initier aucune activité, comme après un exercice intense ou une journée bien remplie au travail. Alors que la somnolence, c'est vraiment les signes qu'on a qu'on s'endort. On a envie de fermer les yeux, de s'allonger, on baille, on cogne des clous, on a des paupières lourdes, on a les yeux qui pleurent. Ça, c'est le signe là, qu'on est proche de s'endormir. Donc, c'est le signe qu'on veut avoir là, avant d'aller au lit. Euh, alors, comme par exemple, on attend d'avoir faim pour manger, ben, on devrait aussi attendre d'être somnolent avant d'aller au lit. La troisième stratégie, c'est que si on est incapable de s'endormir ou de se rendormir à l'intérieur de 20 à 30 minutes, il faut quitter le lit et aller dans une autre pièce. Et ça, c'est dans l'idée d'associer le lit au sommeil plutôt que de l'associer à l'insomnie. Donc, on ne veut pas passer de temps au lit éveillé, de sorte que là, ça devient plus clair pour le cerveau si c'est un moment pour dormir ou si c'est un moment pour faire de l'insomnie. Donc, on se lève, on retourne dans le salon, par exemple, et on fait des activités qui vont favoriser le retour de la somnolence qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est un peu comme la première étape là, avant de tomber endormi. Il ne faut pas retourner au lit trop rapidement quand on fait ça. Il faut vraiment attendre la somnolence et non parce qu'il est tard ou parce qu'on ne sera pas en forme le lendemain. Et il faut répéter cette étape-là aussi souvent que nécessaire. Dans les premiers temps où on commence à appliquer cette stratégie-là, ça se peut qu'on ait à le répéter plus d'une fois au cours de la nuit. Donc, ça se peut qu'on ait au lit, on a de la difficulté à s'endormir, on se relève il se peut qu'on ait à faire ça plus d'une fois. Et c'est important de le faire aussi pour rétablir l'association entre le lit et le sommeil. Ensuite, il faut quitter le lit à la même heure chaque matin. Ça, c'est difficile, particulièrement les fins de semaine, mais c'est très important, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un cycle de sommeil qui est très régulier. Alors, on suggère d'utiliser un réveil matin, et ça, même les fins de semaine ou même le lendemain de nuit difficile. Et ça va faire en sorte que notre horloge biologique va devenir plus régularisée. Ensuite, on réserve notre chambre uniquement pour le sommeil et les activités sexuelles dans le but, encore une fois, de renforcer l'association entre le lit et le sommeil. Donc, on évite de manger, regarder la télé, travailler, aller sur Internet, lire dans la chambre à coucher. Beaucoup de gens qui lisent au lit pensent que ça les aide. Euh, Nous, on suggère de ne pas le faire, surtout dans les premiers temps où on veut appliquer ces stratégies-là, de manière à ce qu'il y ait une association plus claire qui s'établisse entre le lit et le sommeil. Ensuite, il y a une autre qui est difficile, c'est d'éviter de faire des siestes. C'est particulièrement difficile quand on reçoit des traitements contre le cancer, on est fatigué. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est soit faire des activités qui sont stimulantes quand la somnolence survient, donc d'aller prendre une marche. Mais si les siestes sont vraiment nécessaires, ben, idéalement, il faut les faire avant 15 heures l'après-midi, dans le lit, et d'une durée la plus courte possible et de moins d'une heure. Et ça, c'est pourquoi c'est important, c'est parce que ça a été démontré que quand on fait des siestes plus tard en après-midi ou en début de soirée, on va vraiment nuire à la qualité de notre nuit qui suit parce que notre sommeil va être caractérisé par beaucoup de sommeil profond qui va être en quelque sorte retranché du sommeil qu'on va avoir au cours de la nuit qui suit. Donc, on va avoir un sommeil qui va être beaucoup plus léger, fragmenté, interrompu par des éveils. Alors que les siestes qu'on va faire plus tôt dans la journée
vont être caractérisés par du sommeil, plus de rêves, un peu comme si on poursuivait notre nuit précédente. Et c'est donc moins néfaste là, pour la qualité de notre sommeil à venir. La deuxième stratégie comportementale, elle s'appelle la restriction du sommeil. Elle est plutôt, est plus compliquée. C'est celle qui est la plus difficile à appliquer, mais c'est aussi celle qui est la plus efficace. Et elle consiste en fait à, euh, dans les stades initiaux, à euh, limiter le temps qu'on passe au lit au temps réel de sommeil qu'on a. Donc, en général, quand on va voir les gens en clinique, on va leur demander de compléter un auto-enregistrement du sommeil comme celui que je vous présente, où les gens vont euh, indiquer à quelle heure ils se sont couchés, combien de temps ça a pris s'endormir, combien de fois ils ont été éveillés durant la nuit, pour combien de temps, etc. Et ça va nous permettre de savoir c'est quoi la durée réelle de sommeil qu'on a à chaque jour, puis ensuite de faire une moyenne de ça pour la semaine. C'est pas nécessaire d'avoir une approche aussi systématique. Souvent, on peut juste indiquer c'est quoi la durée de notre sommeil de la nuit précédente, en faire une moyenne durant la nuit, puis voir c'est quoi notre durée moyenne de sommeil. Et à partir de là, ben, on va commencer ensuite à limiter le temps qu'on passe au lit à cette durée de sommeil-là. Donc, si, par exemple, on a l'exemple de Pierre, pardon, donc Pierre, il allait au lit à 23 heures et se levait à 8 heures. Donc, il passait 9 heures au lit. Par contre, euh, il s'endormait vers minuit, puis il restait éveillé 2 heures durant la nuit. Donc, son temps de sommeil était de seulement 6 heures, donc 6 heures sur 9. Euh, et donc, euh, dans les premiers temps de l'application de la stratégie, ben, ce qu'on a suggéré à Pierre, c'est d'aller au lit à minuit euh, et de se lever à 6 heures pour rester seulement 6 heures au lit, ce qui correspond à la durée réelle de son sommeil. Et ça va éviter que Pierre passe beaucoup trop de temps au lit éveillé. Et ça va faire en sorte aussi que ça va être plus facile au fil du temps de tomber endormi rapidement parce que ça va induire une légère privation de sommeil qui va favoriser l'endormissement par la suite. Donc, ce qu'on veut faire en réalité, vous voyez là, la ligne au-dessus illustre le temps de sommeil en rouge et les éveils en noir. Donc, c'est une nuit qui est interrompue de plusieurs éveils plus ou moins prolongés, mais notre objectif, c'est de faire en sorte que le sommeil soit sur une plus courte période, mais une période qui est davantage continue et moins interrompue par des éveils. Là, je me rappelle plus, il me reste combien de temps? Il te reste environ 10 minutes. Ah, Ben, je OK, te dirais parfait. peut-être 5 minutes et on garderait 5 minutes pour des questions. C'est parfait, merci. Alors, je vais aborder maintenant les stratégies, la restructuration cognitive, en fait. La restructuration cognitive, c'est le processus par lequel on change nos pensées ou nos croyances. Et vais tout de suite passer, en fait, euh, aux exemples. Mais souvent, on va utiliser ce qu'on appelle une grille de restructuration cognitive, mais c'est pas toujours essentiel. En fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est remettre en doute la validité ou la véracité de nos croyances. Donc, par exemple, la croyance selon laquelle on devrait être capable de dormir aussi bien que son partenaire. Donc, ça peut être frustrant. Nous, on a de la difficulté à s'endormir. On a des éveils durant la nuit. On voit notre partenaire de lit qui s'endort aussitôt qu'il a la tête sur l'oreiller, puis avoir une nuit de bonne qualité. Ça peut nous amener à avoir des croyances ou des pensées qui ressemblent euh, qui reflètent beaucoup de frustration, comme je devrais être capable de dormir aussi bien, et même de catastrophiser nos difficultés de sommeil en concluant qu'on a des graves problèmes de sommeil puisqu'on ne peut pas dormir 8 heures par nuit. Et ça va engendrer des émotions négatives. Et ensuite, ben, on se demande, ben, est-ce que est-ce que j'ai des preuves que mes pensées sont vraies? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de voir les choses?
Et, ben, entre autres, de reconnaître que c'est pas tout le monde qui a besoin de 8 heures de sommeil. Et d'ailleurs, les stratégies que j'ai présentées tantôt, notamment celle de restriction du sommeil, ça nous permet de vraiment voir de combien d'heures de sommeil on a vraiment besoin. Parfois, on a tendance à surestimer notre besoin en sommeil. Euh, Puis aussi, ben, par exemple, comme pensée plus réaliste, ça pourrait être euh, de reconnaître que viser à dormir aussi bien que son partenaire, c'est peut-être irréaliste. Ça nous rend plus nerveux qu'autre chose, puis plus on est nerveux, moins on dort bien. Donc, c'est peut-être pas une bonne façon de voir les choses et qu'il vaut mieux se fier à son ressenti pour savoir si on dort assez plutôt que de se comparer à son partenaire. Par rapport justement à cette idée-là, là, que ça nous prend absolument 8 heures pour bien fonctionner le lendemain, ben, on peut vraiment se poser des questions. Est-ce que j'ai des preuves que cette croyance est vraie ou est fausse? C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver si je ne dors pas bien? Donc, dans l'idée d'un peu décatastrophiser les difficultés de sommeil, alors, par exemple, ici, on pourrait arriver à des pensées qui sont plus réalistes, comme si j'arrête de m'inquiéter sur les impacts de l'insomnie, je dormirai peut-être. Les besoins en sommeil varient beaucoup d'une personne à l'autre et en fonction du temps. Même si je dors pas 8 heures, je serai quand même capable de bien fonctionner comme c'est le cas habituellement. Et je serai seulement plus somnolent à certains moments de la journée. Donc, ça, c'est euh, dans l'idée là de défaire la croyance selon laquelle euh, tout ce qui va mal durant notre journée est nécessairement attribuable à nos difficultés de sommeil. Donc, souvent, on est très bien capable de fonctionner même si on dort pas notre meilleure nuit. Ça va peut-être nous prendre plus d'efforts, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que peut-être que cette nuit-là était difficile, mais que les suivantes vont être meilleures. Donc, d'essayer de dédramatiser, si on veut, là, ces difficultés de sommeil-là. Et celle-ci, elle est particulièrement importante, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'elle génère beaucoup d'anxiété de performance. Si je ne dors pas bien, mon cancer va récidiver. Donc, c'est sûr que quand on arrive au lit avec une croyance comme ça, on va vraiment être anxieux et moins en mesure de tomber endormi facilement. Et la réalité, en fait, quand on remet en doute cette croyance-là, par exemple en se demandant est-ce que j'ai des preuves qui appuient ma croyance, est-ce que c'est vrai que tous les insomniaques ont une récidive de cancer ou encore à l'inverse, est-ce que tous les bons dormeurs n'ont pas une récidive de cancer pour réaliser qu'en réalité, le cancer, premièrement, c'est une maladie qui est complexe et les récidives sont influencées par une multitude de facteurs qui sont malheureusement souvent inconnus et qu'il est très peu probable que l'insomnie seule puisse provoquer une récidive et que s'inquiéter euh, de que l'insomnie puisse avoir un tel impact, ça fait juste empirer l'insomnie. Donc, on essaie là, de remettre ces croyances-là en doute et de manière à réduire l'anxiété de performance quand on arrive au lit. L'hygiène du sommeil, juste quelques mots là-dessus. J'ai pas parlé encore là, de caféine, de tabac, d'alcool. Vous les voyez ici, là, les recommandations d'usage. Souvent, c'est des choses qu'on a déjà essayées, qui n'ont pas un effet tellement important sur nos difficultés de sommeil, mais c'est des choses sur lesquelles on peut quand même agir, qui peuvent avoir un certain effet. C'est simplement que c'est pas les stratégies les plus efficaces et c'est pour ça que j'ai pas passé beaucoup de temps à en parler. Puis, comme par exemple, tout le monde sait que d'avoir un lit confortable, c'est important. Bon, malgré toutes les publicités sur euh, les meilleurs matelas, les meilleurs oreillers, ben, il reste quand même que ça a une efficacité limitée là, pour traiter l'insomnie chronique. Alors, je termine en vous référant à un livre que j'ai publié, ça fait quelque temps, qui s'appelle Faire face au cancer avec la pensée réaliste, dans lequel il y a un chapitre entier là, sur l'insomnie, donc qui peut vous donner des informations complémentaires à ma présentation de ce soir. Et pour ceux d'entre vous qui sont des professionnels de la santé, j'ai publié avec une collègue un livre en anglais là, sur les troubles du sommeil associés à des conditions médicales. Il y a un chapitre sur le cancer et d'autres chapitres là, sur d'autres conditions médicales dans lesquelles on retrouve des difficultés de sommeil plus importantes. Donc, je vous laisse là-dessus et j'attends vos questions.
Merci beaucoup, docteur Savard, d'avoir partagé votre expertise avec nous ce soir. Le temps file, mais je vais quand même prendre le temps de vous poser une question par rapport à quel moment devrais-je en parler à mon médecin? Puis je pense que la question, c'était plus est-ce que c'est, mettons, après une semaine, 2 semaines de Oui. troubles de sommeil. Donc, est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Ben, je dirais que c'est beaucoup en fonction de la durée et de notre tolérance aussi. C'est-à-dire que ben, si ça fait déjà un mois, puis à plus forte raison, si ça fait 3 mois qu'on a des difficultés régulières, ça serait vraiment important d'en discuter avec un professionnel de la santé. Mais c'est aussi selon notre senti, là, dans le sens où si c'est vraiment difficile pour nous de vivre avec ces difficultés de sommeil-là, faut en parler le plus rapidement possible pour éviter là, que ça devienne chronique, puis que on ait trop d'impact négatif là, associé à ça. Merci beaucoup, docteur Savard. Vous nous avez partagé tellement de conseils. C'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. OK. Mais je voulais juste aussi vous dire, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui se sont reconnues dans l'exemple de Pierre. Je pense que il y a beaucoup de Pierre dans la communauté. C'est ça, donc merci beaucoup pour vos Mais excellents merci. conseils et ben, je nous souhaite tous de bonnes nuits de sommeil. Et maintenant, je repasse la parole à Valérie pour la suite. Merci beaucoup.